D'accord. Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais, avec votre permission, remercier mon collègue Fatoumata pour m'avoir associé à ce séminaire sur un sujet d'une très brûlante actualité au Niger, la question des migrations, avec un peu une focale sur les dispositifs qui sont mis en place au Niger depuis 2015 à travers l'intervention de l'Union européenne. Et donc, je voudrais vraiment la remercier pour nous avoir associés à participer à ce séminaire-là. Je voudrais commencer par dire que le Niger est quand même un pays de départ et de transit depuis plusieurs décennies. Et malgré tout cela, juste en 2010, il était resté relativement en marge des politiques migratoires européennes parce que les migrations qui le caractérisent sont des migrations qui sont essentiellement séculaires et pour l'essentiel orientées au niveau vers les pays de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord aussi. Et malgré aussi le fait que depuis 1990, le Niger est caractérisé par des mouvements méridiens qui le traversent en direction de l'Afrique du Nord. Cette quasi-indifférence vis-à-vis du Niger qui fait écho à une attitude de laisser-faire des autorités à l'égard du fait migratoire va progressivement laisser place à une sollicitude croissante envers ce pays dans la lutte contre euh, la irrégulière vers l'Europe à partir du sommet euro-africain de la Valette de novembre 2015 et la mise en place d'un fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne pour l'Afrique. De 2015 à 2023, le Niger est devenu un partenaire clé, proactif et constructif pour cette institution de la gestion des migrations et sa coopération est citée comme un modèle. Pourtant, cette image de bon élève de l'Union européenne en matière de gestion des migrations s'est construite au prix de multiples entraves à la libre circulation des personnes pour un pays qui faisait partie, en tout cas jusqu'en 2024, d'un espace de libre circulation régionale, celui de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et où l'économie du passage génère des revenus estimés à plusieurs dizaines de milliards de CFA par an, en particulier dans la partie nord du pays. L'objectif de ma présentation est donc d'interroger cette attitude du Niger dans la mesure où, lorsqu'on écoute un peu les discours et les analyses en la matière, ces discours et analyses insistent généralement sur la pression exercée par l'Union européenne sur le pays dans la définition et la mise en œuvre des politiques migratoires en pointant du doigt euh, plus leur imposition à un pays qui n'aurait aucune marge de manœuvre. Il s'agit donc pour moi de voir et de proposer une autre lecture de ces relations qui sont certes asymétriques, en postulant que le Niger n'est pas un simple récepteur ou exécutant des politiques européennes, mais de voir que ce processus d'externalisation des frontières et des politiques migratoires européennes crée en revanche des opportunités multiformes pour le pays dans un contexte d'efficience de l'État et de sa dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure. Ma présentation va aussi interroger les incertitudes qui caractérisent aujourd'hui les circulations migratoires au Sahel à l'aune des nouveaux événements politiques. Donc, dans un premier temps, je vais présenter les dynamiques migratoires multiformes qui caractérisent le pays. Ensuite, j'évoquerai le processus qui a contribué à faire basculer le Niger d'une position de laisser-faire à l'égard du fait migratoire à une posture interventionniste en mettant la focale sur le processus d'externalisation des politiques européennes. J'exposerai aussi les opportunités multiformes que représente cette gestion pour le pays, les conséquences qui en découlent et les incertitudes qui caractérisent aujourd'hui les circulations migratoires au regard de l'abrogation de la loi 2015-36 sur le trafic illicite des migrants et du retrait du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Avant d'analyser la reconfiguration des modalités de gestion des migrations, il est important tout d'abord de faire un bref aperçu sur la multifonctionnalité du profil migratoire du Niger. Le Niger
est un pays au cœur d'une mobilité régionale aux facettes multiples, bien que depuis quelques années, quand on écoute un peu ce qui se passe dans les médias internationaux, au niveau des institutions internationales, le pays soit réduit à un simple couloir de transit entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Ce pays s'inscrit en réalité dans une longue histoire de circulation au sein du continent africain, avec une migration externe principalement ancrée en Afrique de l'Ouest, des systèmes migratoires actuels qui conservent encore, dans la plupart des cas, l'héritage de ceux de la période coloniale qui ont structuré l'espace régional depuis le début du XXe siècle, notamment les premiers départs du Niger datent de 1909 au niveau de l'ouest du pays, avec une littoralisation très marquée des migrations, s'appuyant principalement sur les pôles d'attraction urbains du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Bénin, du Togo et de la Côte d'Ivoire. Les filières migratoires qui se sont construites et consolidées depuis le début du XXe siècle associent aujourd'hui l'installation de communautés nigériennes dans les grandes villes de ces États et des migrations circulaires reposant sur un va-et-vient. On a les filières migratoires donc, qui se sont construites et consolidées, associent aujourd'hui donc l'installation d'une diaspora et des migrations circulaires. On peut relever ici que 96% des migrants nigériens, d'après les statistiques des Nations Unies, résidaient dans un autre pays de l'Afrique de l'Ouest, principalement au Niger, en Côte d'Ivoire et Oui, est-ce que vous m'entendez parce qu'on ne vous entend plus? Hein? Il y a ton micro qui s'est coupé, Aruna. Voilà. Ah, Très bien. je pense que c'est un problème. C'est bon, vous pouvez aller. Donc, tout ce que j'ai dit là, vous ne m'avez pas entendu. Non, 96% des migrants. Ah, allô? Vous avez dit que 96% des migrants. Voilà, merci. Donc, je disais que le Niger est un pays, voilà, résider dans un autre pays. Oui, d'après les statistiques des Nations Unies, 87% des migrants nigériens en 2020 résidaient dans un autre pays de l'Afrique de l'Ouest, particulièrement le Nigeria autour de 30%, le Bénin autour de 20% et le Togo. Nous avons aussi les autres pays, notamment le Ghana, la Côte d'Ivoire qui Aruna s'est coupé encore. Hein. Aruna? de l'Afrique. Aruna s'était coupé encore. C'est son côté. Aruna? Allô? Vous nous entendez? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend maintenant. Donc, c'était coupé depuis un moment, oui. Ok, c'est bon. En fait, ils ont fait la connexion avec l'écran. C'est ça qui fait que ça a coupé. Désolé. Ok. Allez-y. En disant que situé sur les marques sahariennes et sahéliennes de l'Afrique de l'Ouest, est-ce que vous voyez la présentation? Pas encore. Allô? Est-ce que vous voyez la présentation? Non, pas encore. L'écran. Il faudrait la partager. On ne voit pas encore. Oui, on est en train de la partager. C'est là. Désolé, hein, voilà. On met ça où? Merci. Je ne vois pas. Quand j'ai le... J'ai une présentation. Ma côté. Vous voulez partager votre présentation, c'est ça? Moukaïla, on ne vous entend pas. Hein?
Votre micro est fermé, Moukaïla. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend maintenant. Ok, merci. Désolé, hein. En fait, il est en train de chercher. Mais vous avez déjà grignoté dans vos minutes. Hein. Et donc, Il ne reste pas. d'accord. En décembre, désolé, en décembre 2022, il y a une nation nigérienne, 5% de la population migrante présente en Libye. On a aussi, en dehors de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Nord, d'autres systèmes migratoires relativement modestes, notamment l'Afrique centrale, vers l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l'Europe. Pratiquées donc dans la plus grande partie du Sahel, depuis un siècle, les migrations circulaires contemporaines restent marquées par la persistance de modèles de migration saisonnière articulés à une agriculture familiale qui mobilise la main-d'œuvre pendant la saison des pluies, structurel des économies qu'elles génèrent viennent en complémentarité de à pallier l'insuffisance. À ces migrations circulaires sont venues se greffer depuis le début des années 90 des migrations de transit vers l'Afrique du Nord, en premier lieu vers la Libye et l'Algérie et progressivement vers l'Union européenne. Ces passages la construction d'une économie de transit, en particulier du pays, notamment à Agadez, à laquelle est venu se substituer, à l'économie touristique anéantie par les différentes rébellions touareg des années 90 et 2000. Cette pour une partie de la population locale avec l'émergence de tout secteur d'activité dit du travail des migrations. Il y a une estimation qui a été faite à l'époque par le conseil régional, la mairie d'Agadez, autour de 105 milliards de CFA par an de ressources générées par le passage des migrants à Agadez. Ce couloir de passage que constitue le Niger fait face depuis quelques décennies à un reflux de migrants principalement d'Algérie en lien particulièrement avec les expulsions de ce pays. Outre cette fonction de transit, le Niger est aussi un pays d'accueil modeste de ressortissants de l'Afrique de l'Ouest. Et puis, depuis le début des années 2010, un pays d'accueil de réfugiés maliens, nigérians et de demandeurs d'asile originaires principalement d'Afrique de l'Ouest, Soudan, Érythrée, Éthiopie. Et donc, on peut retenir sur ce point que la diversification des migrations et la multiplication de la figure des migrants constituent les principales mutations observées ces dernières décennies au Niger dans le champ des migrations. Et donc, si les migrations circulaires persistent, elles se combinent de plus en plus avec une migration inversée de retour contrainte contraint ou non, à laquelle se superposent des mouvements de réfugiés maliens, nigérians, des demandeurs d'asile soudanais, érythréens, éthiopiens et des mouvements de déplacés internes. Cette reconfiguration des dynamiques migratoires va progressivement faire basculer le Niger d'une posture de laisser-faire à une attitude interventionniste dans la gestion des migrations sous la pression européenne. Donc, on voit comment le Niger est passé d'une posture de laisser-faire à une posture interventionniste en matière de gestion des migrations. On peut dire ici que le Niger, comme on l'a souligné au départ, a été longtemps à l'écart des politiques migratoires européennes, malgré le fait quand même qu'il était, depuis 1990, un pays de transit. Et le Niger aussi s'est inséré dans le processus d'internalisation de la gestion des migrations à partir des années 90, avec notamment un développement au niveau des institutions, la création, par exemple, en 1995, d'une direction des Nigériens de l'extérieur, la mise en place d'un conseil des Nigériens de l'extérieur en 2004. Et puis, l'idée, c'était de mieux associer les Nigériens de l'extérieur au développement du pays, avec notamment un forum qui a été organisé en 2012
On a 5 députés au niveau de l'Assemblée nationale qui représentent la diaspora, et la diaspora est considérée comme la 9e région du Niger. Et sur les autres plans, en matière de protection, je pense que Florence reviendra plus en détail là-dessus, nous avons aussi la création d'une commission d'éligibilité au statut de réfugié. Ce cadre institutionnel va être renforcé par l'ouverture d'un bureau de l'OIM en 2006 et la mise en place à partir de 2007 d'un comité chargé d'un document de politique nationale de migration. En 2010, le Niger va aussi mettre en place une législation spécifique contre la traite des personnes qui sera complétée à partir de 2016, notamment en prenant en compte les aspects sur le trafic illicite des migrants. Le milieu des années 2010 marque donc un tournant important dans la gestion des migrations avec la mobilisation politique autour de la question des migrations au niveau interne avec la découverte en 2013 de 92 migrants nigériens, en majorité des femmes et des enfants, qui va révéler le phénomène dit des femmes de chantier. Il s'agit notamment de femmes et d'enfants qui vont travailler en Algérie. À partir de cet événement tragique, le Niger va prendre un certain nombre de dispositions, dont la fermeture des ghettos et puis aussi l'interdiction de tout ce qui concerne le trafic autour de cette activité. Et c'est dans ce contexte-là que le sommet de la Valette va intervenir en 2015 avec la mise en place d'un fonds fiduciaire d'urgence et la création, la gestion de ces migrations à travers ce fonds fiduciaire d'urgence va porter essentiellement sur la protection des migrants, le conseil, l'assistance et le retour à la réintégration, la création d'opportunités économiques, la lutte contre les réseaux criminels et le trafic d'êtres humains, la vulnérabilité, la protection le soutien aux personnes victimes de ces déplacements forcés, le renforcement de la résilience institutionnelle et communautaire. Et on aura donc une notion qui va beaucoup être utilisée, la notion de population, qui va apparaître comme un enjeu principal du traitement politique des migrations, puisque cette notion va devenir un instrument de gouvernance des migrations, dont l'usage fait écho à un discours victimaire, fondé sur une représentation de la migration qui la considère comme vecteur de vulnérabilité, une entreprise risquée, exposant l'individu systématiquement dit vulnérable à toutes sortes de souffrances, de violences, d'abus, d'exploitation, de dangers potentiellement mortels contre lesquels il convient de le protéger. Et cette notion de vulnérabilité va être promue dans les dispositifs de gestion des migrations pour légitimer les interventions de l'État et de nombreux autres acteurs pour prévenir ou gérer les risques liés à la migration. Et donc, on aura une perception humaniste qui va être associée à une approche plutôt sécuritaire, répressive, avec la criminalisation de la migration. Et dans ce cadre-là, le Niger va, à partir de 2015, une loi qui s'appelle la loi 2015-36, qui va pénaliser le transport et l'hébergement des migrants, notamment ceux ayant l'intention de franchir illégalement une frontière, notamment à partir du nord d'Agadez. Il y aura une ligne rouge qui va être tracée, au-delà de laquelle les migrants non nigériens n'ont plus cette possibilité d'aller en Libye et n'ont plus cette possibilité. Donc, l'objectif étant de mieux circuler et de mieux contrôler la route du Sahara et de la Méditerranée centrale. Cette loi répond aussi à une autre exigence de demande sociale. J'évoquais tout à l'heure l'événement tragique de 2013 avec la mort de 93 migrants nigériens. Elle répond aussi à l'exigence pour le Niger de traduire dans son ordonnancement juridique, puisque déjà en 2010, il y avait une ordonnance qui a été prise sur la traite des personnes. L'idée, c'était aussi de compléter cette ordonnance avec une loi sur le trafic illicite des migrants. Donc, ces événements constituent des opportunités pour des acteurs déjà implantés pour le Niger, notamment l'Organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne, qui vont être des acteurs majeurs dans la gestion des migrations, qui vont imposer leur vision en matière de gouvernance des migrations. Quelles sont les opportunités que représente
Alors, Moukaïla, il vous reste, j'ajoute 3 minutes parce que vous avez eu un petit problème. Donc, D'accord. dans 3 minutes, voilà, merci. Merci. Merci bien. Donc, on a des opportunités qui sont cette gestion de la migration qui vont nous permettre de comprendre un peu l'attitude du Niger dans un contexte où, à l'époque, avant de sortir de la CEDEAO, le Niger quand même faisait partie d'un espace de libre circulation et qui va prendre un certain nombre de mesures, de dispositifs de contrôle sur les routes qui vont contrarier la libre circulation des personnes. Donc, on a cette construction des politiques migratoires au Niger et surtout comme je le disais tout à l'heure, influencé par les acteurs internationaux, mais c'est aussi déterminé par les intérêts de l'État du Niger, d'un certain nombre d'acteurs nationaux et locaux, parce que nous avons un certain nombre d'opportunités que cette gestion permet d'avoir, notamment en matière de sécurité, de coopération policière et de gestion des frontières dans un contexte de dégradation de la situation sécuritaire dans l'espace Sahel, avec le développement du crime organisé. Et donc, ça a été une opportunité que le Niger a saisie pour renforcer le contrôle à travers notamment, puisque le Niger, vous savez, c'est quand même un pays très vaste, 1 267 000 km², plus de 5 690 km de lignes frontalières, à l'époque uniquement surveillées par 23 postes frontières. Donc, il fallait aussi renforcer avec les ressources fournies dans le cadre de la gestion de la migration, le contrôle de la frontière. Donc, nous avons quand même une émergence d'une frontiérisation inédite du territoire du Niger, avec le renforcement des fonctions traditionnelles de la frontière en tant que filtre de l'État, l'étirement des pratiques frontalières à l'intérieur des terres, avec la multiplication des checkpoints sur les routes, la création des dispositifs mobiles. On a même eu droit à des frontières mobiles qui ont été mises en place, et puis aussi l'engagement communautaire, notamment pour les communautés transfrontalières, avec des projets mis en place par l'Organisation internationale de migration pour simuler la gestion des frontières en cas d'invasion et le recours surtout à des nouvelles technologies en matière d'information et de gestion de la frontière, le système MIDAS, qui ont été mises en place. Donc, le Niger a quand même, cela lui a permis de pouvoir renforcer notamment les contrôles au niveau des frontières, les dispositifs au niveau des frontières, d'équiper les postes frontières, de construire de nouveaux postes frontières. Donc, je ne reviendrai pas sur les acteurs qui ont aussi contribué au renforcement des capacités de forces et de défense de sécurité dans un contexte sécuritaire. Le développement, le volet développement aussi, hein, parce que je le disais tout à l'heure, c'est un pays qui est sous aide et donc il y a tout un tas de projets qui ont été mis en place dans le cadre du développement, notamment le développement des filières agricoles, le développement des filières pastorales, sur l'insertion professionnelle, sur la gestion des défis migratoires à travers le financement d'un certain nombre d'infrastructures au niveau économique et social, au niveau des collectivités territoriales. Et donc, nous avons tout un tas d'opportunités en matière de développement qui n'étaient pas possibles compte tenu des moyens limités de l'État et que les ressources qui ont été notamment mobilisées dans le cadre de cette gestion de la migration a permis. Donc, on a aussi l'accès à on peut relever aussi que l'accès à ces opportunités a parfois été une source de tension, en particulier dans le nord du Niger, où les acteurs locaux ont mis en avant une injustice territoriale dans l'application des mesures, puisque la plupart des mesures, notamment la loi 2015-36 qui a été prise, a été essentiellement appliquée dans le nord du Niger et les acteurs locaux dans la mise en œuvre de cette activité. Et nous avons aussi les Moukaïla, vous pouvez aller vers la conclusion. Vous avez largement dépassé. Merci, c'est très intéressant, vraiment. Si on prend tous ces dispositifs, toutes ces politiques qui se mettent en place, la première conséquence, c'est quand même une entrave à la libre circulation des migrants internationaux. Et puis aussi, souvent, ces instruments ont été utilisés pour opérer
le tri des migrants, notamment ceux qui ont accès, des migrants qui ont accès au déplacement parce que juste en 2018, les Nigériens, et d'ailleurs de 2018 jusqu'à aujourd'hui, les Nigériens peuvent aller tranquillement en Algérie, en Libye. Par contre, les non-Nigériens ne peuvent pas aller au-delà d'Agadez. Donc, il y a quand même un tri sélectif qu'il faut relever ici. Et puis, bon, sur les questions de l'asile, l'immigration mixte aussi, je pense que Florence reviendra plus en détail, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais nous avons eu quand même l'augmentation des refoulements, l'augmentation des retours aussi, hein, les refoulements, en fait, le Niger qui refuse l'accès de son territoire à un certain nombre de migrants étrangers, et puis aussi le programme d'aide au retour volontaire qui a connu une envolée importante en termes de, en fait, un accroissement des effectifs de migrants qui ont été accompagnés par l'Organisation internationale pour les migrations. On a vu donc, et puis aussi la clandestinisation des migrations, les gens qui sont obligés de se cacher. Et depuis le coup d'État, depuis le 27 novembre 2024, cette loi la loi 2015-36 a été abrogée. Et donc, nous avons une reprise puisqu'il y a eu quand même une pression. Je parlais des tensions tout à l'heure au niveau local, notamment dans la région d'Agadez, avec les acteurs locaux qui ont beaucoup fait pression. D'abord, depuis 2018, pour qu'on laisse les Nigériens partir en Algérie, en Libye, et puis qui ont quand même réussi à faire abroger la loi 2015-36 et puis depuis donc l'activité des activités liées au passage merci beaucoup, Kaila. Vous avez largement dépassé votre temps. Merci, c'est très intéressant. Désolé, Monsieur le Président. Non, m'a trahi. Non, ça va aller avec la seconde intervenante, ça va être réglé avant. D'accord, non, merci beaucoup pour ces éclairages. Vraiment, c'est extrêmement intéressant et puis il y a beaucoup de choses à dire sur le Niger. Et bon, vous nous avez entretenu sur beaucoup de choses, hein, n'est-ce pas? Sur le statut de pays de départ et de transit. Il y a quelqu'un. Voilà. Donc, vous nous avez entretenu sur le statut du Niger comme pays de départ et de transit. Et puis, bon, c'est avec l'analyse des discours dominants. Est-ce que le Niger subit ou bien est-ce que c'est plutôt une coopération? En parlant, n'est-ce pas, du rapport que le Niger entretenait avec l'Union européenne sur la gestion des flux migratoires. Donc, vous semblez dire que le Niger gagne également. Ce n'est pas qu'une pression. Et finalement, vous soutenez qu'il s'agit d'une coopération bilatérale. Et puis, vous nous avez rappelé quand même l'historicité des vagues migratoires, n'est-ce pas, depuis les temps immémoriaux. Ensuite, vous avez montré que c'est inscrit dans le quotidien, n'est-ce pas, de ces populations-là. Et puis, une statistique qui est d'ailleurs valable pour le cas du Mali et beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, la majorité des migrations s'effectuent à l'intérieur du continent. Donc, vous parlez des 96% des migrants du Niger qui migrent dans les pays voisins. Je pense que ça, c'est dans la logique même des migrations de façon générale. Puis, il y a le tournant des années 90, où, eh bien, vous démontrez qu'il y a eu quand même le fait migratoire consacré au transit qui se construisent au fur et à mesure, puis la naissance d'une économie de transit parce que les gens vont quand même se constituer en corporation pour aider les vagues migratoires à traverser, etc. Et vous parlez de 65 milliards quand même générés par l'activité, n'est-ce pas, de transit, selon une estimation. Donc, bref, il y a beaucoup d'informations que vous nous avez livrées ici. Je voudrais, avant de passer la parole, moi, j'ai quand même deux petites questions, n'est-ce pas? La loi qui vient de tomber, la loi de 2015, donc elle vient d'être abrogée. À votre avis, vous en avez parlé vers la fin de votre intervention. Quelles sont les conséquences dans l'immédiat? Oui, la loi qui criminalise là. Quelles sont les conséquences dans l'immédiat, mais aussi à moyen terme, de l'abrogation de cette loi? On sait que le Niger, c'est une zone tampon entre le Sahara et la Méditerranée. Maintenant,
En faisant ça, quels peuvent être les effets dans l'immédiat? Ensuite, quel est le devenir, ou bien pendant cette période d'interdiction, que sont devenus tous ces passeurs-là? Je veux dire, est-ce que potentiellement ils ont pu regagner des groupes armés, etc., puisque l'économie a été détruite? Est-ce que tous ces gens-là qui font le kabou-kabou, comme on le dit au Niger, hein, qui conduisent ces motos de trafic-là, qui sont vers Makalondi, vers Gaïa, vers Petelkole, un peu partout dans les zones frontalières, est-ce qu'ils ont pu rejoindre, par exemple, les groupes armés? Voilà, c'est une des hypothèses. Donc, ce sont mes deux questions. Je ne sais pas, d'abord, si on prend... Je peux vous répondre, hein, d'abord ou bien? Est-ce Vous voulez que on prend les autres, non? On va prendre les autres. Ok, Après, on passe la parole. d'accord. Est-ce que quelqu'un voudrait réagir en ligne? Pardon? Campo. Campo? Oui, bonjour. Ok, Oui, bon. bonjour. Ouais, Vous allez bien. merci. Alors, vous m'entendez? Oui, oui. On vous entend, oui. On vous entend. Vous pouvez poser votre question. Bon, je pense qu'il y a un problème. Campo? Oui, Oui, allez-y. ok. J'aimerais savoir les relations, depuis un moment, les relations du Niger avec l'Europe et même avec certains pays en Afrique sont devenues un peu tendues. Alors, est-ce que cela a joué sur les politiques migratoires? Ça, c'est ma première question. La seconde, c'est par rapport à la sortie du Niger de la CEDEAO. Et quelles sont les stratégies qui ont été mises en place par le Niger aujourd'hui pour faciliter la libre circulation des populations? Merci. Merci. Mm. Ok, Mamoudou. Moukaila, c'est bon, vous avez noté? Oui, oui, c'est bon, c'est noté. Ok, Mamoudou, vous avez la parole. Son micro s'est fermé. Mamoudou, votre micro est fermé, hein? Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ok. Merci. En fait, je voulais juste aussi avoir une question peut-être en lien avec le Mali. Je suis également du Mali. Je suis à travers, sur l'instruction de ma directrice, un programme de la GZ qui est basé aussi sur les personnes déplacées, réfugiées. En fait, quand je regarde au niveau du Mali, la politique est carrément endossée sur le financement des partenaires. Je voudrais savoir, est-ce que c'est également le cas au niveau du Niger? Et si tel est le cas, est-ce que dans la mise en œuvre également, on peut dire que l'État est autonome? Parce que, comme on a dit, je crois que le communicateur a eu à dire qu'en fait, à travers le financement des partenaires, donc il y a eu beaucoup d'appui, beaucoup de réalisations. Est-ce à dire que s'il n'y avait pas d'appui au niveau de la politique élaborée au Niger, on pouvait conclure que pratiquement sans l'aide de ces partenaires-là, la mise en œuvre de la politique n'allait pas atteindre, en tout cas, ou n'allait pas avoir les résultats escomptés. Donc, je voudrais avoir un peu par rapport à l'aspect financement, mise en œuvre de la politique nationale au niveau du Niger. Merci. Merci. Oui, oui, d'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait réagir en ligne? Ok. Awa Koulibaly, vous avez la parole. Vous pouvez juste vous présenter en 2 mots. Ceux qui prennent la parole pourront se présenter en 2 mots. Pas la peine de faire un CV, quoi, mais 2 mots. Hein. Merci. Awa, vous avez la parole. Oui, bonjour tout le monde. Oui. Je suis Awa Koulibaly, géographe, chercheur associé au
au CESMA et membre du LMI Makoter. Moukaïla, merci beaucoup pour cette brillante intervention. J'ai une question, deux questions plutôt. Ma première question, en fait, comment l'accueil des migrants en transit se structure-t-il dans l'espace, dans les villes de transit? Et deuxième question, quelle est l'attitude des collectivités locales face à l'arrivée des migrants en transit? Est-ce que dans l'espace, on observe des types en fait, des types de logements informels qui se mettent en place? Est-ce qu'il y a des types d'activités informelles aussi qui se mettent en place en lien avec les migrants en transit? Merci beaucoup. Merci, Awa. Il n'y a personne d'autre en ligne. On prend les gens en salle, c'est ça. On répond bien. Bon, après, Oui. Donc, Moukaïla, vous pouvez réagir. Après, il y a un deuxième round. merci. En tout cas, merci. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont posé les questions. Je commencerai par la première, hein, sur les conséquences dans l'immédiat de l'abrogation de la loi. Je vous disais au niveau de la présentation que depuis que la loi a été votée, mise en œuvre, elle a été votée en mai 2015. Sa mise en œuvre a commencé dans le 4e trimestre de 2016, particulièrement au mois d'automne, en septembre. Beaucoup de tensions, en particulier avec les populations dans le nord du Niger, puisque vous savez que le passage là constitue une ressource très, très importante pour ces populations, notamment dans le domaine du transport, dans le domaine de l'hébergement. Il y a tout un secteur d'activité dit de la migration qui s'est développé au niveau des régions, au niveau de la région d'Agadez. Et à un certain moment, il y a même une taxe de voirie flottante qui a été mise en œuvre par les collectivités territoriales pour tirer des avantages du passage des migrants. On a par exemple 7 millions par semaine pour la seule commune d'Arlit, avec les taxes sur le passage des migrants. Et donc, on a quand même un certain nombre de ressources qui sont importantes. Donc, du coup, l'application de la loi prive cette population c'est une région qui, certes la région minière, mais c'est une région qui a beaucoup prospéré sur le tourisme avec les problèmes de rébellion. Le tourisme a été anéanti. Et donc, finalement, même au niveau des accords de paix qu'il y a eu, il a été décidé de investir dans le transport des migrants. Et donc, avec ça, à partir des années 90, nous avons tout un tas d'agences de courtage en transport pour le nord du Sahara qui ont été mises en place et qui officiellement, hein, qui sont reconnues par la mairie, qui ont été mises en place. Et donc, du coup, c'est l'application de la loi, ça prive cette population de cette ressource. Qui était liberticide. Dans un premier temps, parce que les premiers moments de son application, il y a eu plus d'une centaine de personnes qui ont été arrêtées, des véhicules qui ont été confisqués de transporteurs. Nous, on a eu la chance, une fois on était à Agadez, et on a pu assister à la vente aux enchères de ces véhicules-là. Et donc, il y avait quand même beaucoup de tensions, y compris avec le conseil régional, la mairie, tous les acteurs. Les gens n'étaient pas du tout d'accord. Les sociétés civiles qui ont dénoncé cette loi, qui a fini. Et il faut aussi dire que pendant les premières heures de coup d'État, il y a eu beaucoup de pression de la part des populations d'une certaine catégorie d'acteurs de la région d'Agadez qui sont même descendus à Niamey pour faire des déclarations en soutien au nouveau régime et en même temps en demandant l'abrogation de la loi. Et ce qui est paradoxal, c'est que d'Agadez a été reçu même par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, accompagné par le directeur général de l'Agence nationale de la lutte contre la traite et le trafic illicite des migrants, ce qui est une grande première. Et finalement, ils ont abrogé la loi. Et pour le régime militaire, c'est aussi quand même un élément qui permet de booster un peu le soutien qu'il a au niveau de la population et surtout que la population
D'accord, Moukaïla, c'est compris alors. Euh, Vous pouvez aller à la deuxième question. Il est passionné. Le projet qui est une conversion On vous entend très mal. L'image. Moukaïla, Il y a eu des projets. Moukaïla, vous m'entendez? Aruna? Ça va, vous m'entendez? Oui, je vous en fait, entends. oui, votre connexion entends. votre connexion est faible. Je vous propose de couper la vidéo, par exemple, pour voir si ça marche très bien. Et vous pouvez aller directement aux questions. Ok. J'ai compris pour la première question. Vous pouvez aller à la deuxième sur... Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, parfaitement. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. La deuxième question, Voilà. c'était Donc, sur le je dis DV. pour les passeurs, voilà, il y a eu le devenir le devenir des passeurs, non, c'est ça? Oui, c'est ça. Et pendant la période J'avais de... noté une question sur les passeurs. Voilà. Oui. Voilà, il y a Est-ce que eu vous un m'entendez, projet, il y a eu des Moukaïla? projets de reconversion de ces passeurs. Je vous entends très bien. OK, Est-ce que vous donc, m'entendez? OK, la deuxième question, c'était sur les passeurs. Et Voilà, brièvement, je parce disais qu'il y a que, il y a plusieurs autres questions. Merci. d'accord, je vais aller brièvement. Il y a eu Voilà. des projets de reconversion dans le cadre du financement du Fonds fiduciaire d'urgence pour aider ces passeurs à se reconvertir. Au départ, les gens pensaient que ça allait concerner plus de 6 à 7 000 personnes. Finalement, c'est 300 personnes seulement qui ont été, projets qui ont été financés. Et malheureusement, c'est des petits financements pour des gens qui sont habitués à avoir 2,5 millions, 3 millions par an. Et donc, vous voyez ce que ça fait. Donc, ça n'a pas... Bon, ils ont eu des activités à faire. Certains ont continué à transporter les migrants. Pour ce qui concerne la troisième question, les relations avec l'Europe, les stratégies pour faciliter la libre circulation des personnes. En principe, ici, pour le moment, on a encore 1 an pour la sortie de la CEDEAO. Et à mon avis, pour le moment, il n'y a pas eu encore des accords bilatéraux avec les pays membres de la CEDEAO, puisque sur les questions de libre circulation des personnes et des biens, on sait qu'on est sorti depuis... on a dit avec même effet immédiat, mais je pense qu'on a 1 an pour le faire. Et pour ce qui concerne la présence des déplacés, les politiques qui ont été mises en œuvre, le rôle du Niger. La politique du Niger même, ça a été élaboré sur la base d'un financement extérieur de la coopération allemande, qui a mis 3 millions pour élaborer le document de politique nationale de migration 2020-2035 avec son plan d'action. Le Niger avait mis depuis 2007 un comité national d'élaboration de la politique migratoire qui n'a pas, qui a mis de 2007 à 2019, pour élaborer le document de politique. Et là, il a fallu l'intervention du partenaire allemand pour pouvoir le faire. Et l'Union européenne a aussi aidé le Niger en 2016-17 à élaborer une stratégie de lutte contre la migration irrégulière. Et donc, on a quand même un rôle important des partenaires à la fois dans la définition et l'élaboration des politiques et aussi dans l'application. Je sais que pour ce qui concerne la politique nationale de migration, quand le plaidoyer a été fait par le cadre de concertation sur la migration, le ministère de l'Intérieur, l'Union européenne a accepté de mettre 13 millions d'euros sur la table, mais sur des aspects précis qui concernent ses intérêts. Ça, je pense qu'il faut que ça soit un peu plus clair. Donc, pour ce qui concerne l'accueil des migrants en transit, bon, à Agadez, ce sont des ghettos, ce sont des maisons dans lesquelles on parque les gens. Parfois, quand il y a beaucoup de migrants, on fait des tentes pour les abriter. Et le plus souvent, c'est des gens qui sont accueillis à la barrière de police par un certain nombre d'intermédiaires et puis tous les réseaux qui s'activent avec... il y a énormément de ghettos, y compris pendant la période où c'était interdit, où les ghettos étaient aussi dans la clandestinité. C'est-à-dire que les migrants se cachaient dans la ville d'Agadez, dans des maisons qui étaient fermées à clé. Hein, parfois, quand vous allez à la porte, vous allez voir sous la porte, il y a les pieds des migrants qui étaient à l'intérieur, mais c'est formé avec un cadenas. Et donc, il y a une clandestination de l'hébergement, une clandestination du transport.
Voilà ce que je peux dire. Hein. Donc, ce qui concerne la dernière question sur les logements informels qui existent et donc et les activités ont repris avec l'abrogation de la loi. OK. Donc, merci. Hein. Je pense qu'Awa voulait également savoir l'attitude des collectivités. Je ne sais pas si c'est à cette dernière question. Oui, l'attitude des collectivités, je peux peut-être dire juste un mot. Il y a quand même eu, avec notre projet financé par la coopération allemande, le PROGEM, qui est intervenu au niveau d'une dizaine de collectivités au niveau des régions centre et nord du Niger, pour mettre en place des dispositifs d'identification sur des compétences des observatoires hein, sur les migrations. L'idée étant d'identifier les problèmes en matière de gestion de migration qui se posent, de faire des propositions au niveau du conseil communal. Et dans le cadre de ce projet, il y a eu beaucoup de financement d'infrastructures sociales et économiques. Okay. Voilà. Et on sait aussi qu'à Agadez, par exemple, le conseil régional a été associé à un certain nombre de projets, que ce soit pour les réfugiés, pour aussi l'identification, le référencement des personnes en protection. Je pense que Florence reviendra plus en détail là-dessus. Et donc, il faut aussi profiter d'Agadez a élaboré dans son plan de développement régional. Ils ont mis un volet ils ont fait une estimation de 2 milliards pour essayer de gérer la migration, y compris en finançant la mise en place d'un centre de transit, alors que l'OIM a un centre de transit au niveau d'Agadez. OK. Merci beaucoup, Moukaïla. On va passer la parole en salle. Je pense que il y a des gens qui veulent réagir en salle. Fatoumata, vous pouvez aller. Merci beaucoup à Aruna, même si je pense que la technique nous a fait un peu défaut. Et merci d'avoir accepté quand même à la dernière minute d'intervenir dans ce séminaire-là. Moi, j'ai juste une question. Dans le cadre de vos travaux sur les migrations, est-ce que vous avez pu recenser le discours des migrants sur les politiques ou les dispositifs institutionnels mis en place par l'État nigérien? Quel est le retour des migrants eux-mêmes sur ces dispositifs-là? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut... OK. Allez-y. C'est bon, mon gars, là, vous avez compris? Oui, oui. Donc, on a d'autres réactions. OK, bonjour à tout le monde. Je suis Togo Adama, étudiant masterant au sein du laboratoire Makoter. Moi, j'ai une question aussi. Vous avez parlé de la diaspora. La diaspora comme 9e région du Niger. Est-ce que la diaspora est-ce que la diaspora apporte beaucoup, comme par exemple au Mali, la diaspora apporte beaucoup des contribuables au Mali pour que les régions puissent se développer. Est-ce que c'est le cas en fait au Niger en fait? Ça, c'est la première des questions. La deuxième question, c'est que je voulais savoir, vous avez dit que le Niger refuse l'accès à son territoire à un certain nombre de migrants. En fait, qui sont-ils? Le Niger refuse quel genre de migrants en fait? Je voulais un peu savoir ça. Merci beaucoup. Merci. Alors, Nana. Nana Kimberi. Bonjour à tous. Nana Kimbiri, doctorante au LMU Makoter. Alors, j'ai une petite question également à poser à M. Aouna. Ma question, c'est de savoir pourquoi les migrants nigériens sont orientés vers les 3 pays de l'Afrique de l'Ouest que vous avez mentionnés, à savoir le Nigeria, le Togo et le Bénin. Pourquoi les autres pays de l'Afrique de l'Ouest ne font pas partie, ne sont pas, comment dire, les migrants nigériens ne sont pas représentés dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest? Ça, c'est ma question. Merci. Voilà. Bonjour, monsieur, et merci pour votre intervention. Moi, c'est Ousmane Balo, je suis masterant au LMI Makoter. Et je voulais savoir, j'ai lu à quelque part, je voulais savoir s'il est vrai qu'il y a un amalgame qui se crée dans le nord du Niger, notamment
lors de la mise en œuvre de la politique nationale de migration, en ce qui concerne le volet dispositif sécuritaire, est-ce qu'il y a un amalgame qui se crée entre lutte contre la migration irrégulière et la lutte contre le terrorisme? J'ai appris qu'il y a il y a souvent des migrants qui sont considérés comme étant des terroristes et ils sont traités comme tels. Je veux savoir si effectivement c'est le cas. Merci. Bien. Donc, cher Moukaïla, vous avez pris bonne note de toutes ces questions. Donc, on vous repasse la parole pour répondre de façon concise. Merci. Moukaïla? D'accord. OK, merci bien. Merci bien, je vous entends. Ça va, vous m'entendez? Oui, oui. C'est bon? D'accord. Je commence par la question de Fatima sur comment la perception que les migrants ont sur les politiques et les dispositifs mis en place. Ce que je dis, on fait le suivi de ces dispositifs depuis 2015. Et l'idée, c'est aussi de faire des entretiens avec l'ensemble des acteurs, y compris les migrants. Et le retour des migrants sur ces politiques, naturellement, c'est des questions, par exemple, quand vous prenez ceux qui sont de nationalité non nigérienne, c'est cette discrimination qui existe, que ces politiques introduisent au niveau de la région d'Agadez, avec la possibilité que les Nigériens ont au vu et au su de tout le monde se déplacer sans problème sur l'Algérie et la Libye, sachant qu'ils ne remplissent pas les conditions d'entrée parce qu'il faut un visa d'entrée et qu'ils n'ont pas ce visa et que les autres sont empêchés de le faire. Et donc, quand même, il y a quand même un mécontentement, une appréciation négative de ces migrants vis-à-vis de ces politiques qui les bloquent, qui entravent leur circulation. Ça, c'est le premier. Pour ce qui concerne la question sur la diaspora, est-ce que il faut rappeler que le Niger, c'est pas comme le Mali, le Burkina. L'immigration, dit que c'est un pays de départ, mais comparativement au Burkina et au Mali, où vous avez d'importantes communautés qui sont à l'extérieur, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Europe, pour le cas du Mali, au Niger, c'est quand même pas un très grand pays. Le Nigeria, l'ancienne Gold Coast, et puis vous avez aussi le Togo. On sait par exemple que les expulsions de 69 au Ghana ont entraîné une espèce de redéploiement d'immigration dans les autres pays, Togo, Bénin. On sait aussi que la crise ivoirienne aussi a joué un rôle important dans la réorientation d'un certain nombre de flux, notamment parce que la Côte d'Ivoire est aussi un important pays de départ pour les Nigériens. Le Burkina, nous avons aussi le Mali. On avait fait récemment une étude. Nous avons plein de Nigériens qui vont sur les du sud-est de Gao, des gens qui vont jusqu'au niveau de la région de Caille, notamment sur les sites miniers. Nous avons des Nigériens et les Nigériens vont en Afrique centrale, les Nigériens vont au Moyen-Orient, particulièrement en Arabie Saoudite, ils vont surtout aussi en Afrique du Nord, en Algérie, en Libye, et cela depuis plusieurs décennies. Mais les migrations vers le Nord, notamment vers l'Europe, sont des migrations qui sont extrêmement modestes, comparativement à ceux qui observaient pour les pays comme le Mali et la Côte et le Burkina Faso. L'accès des riches, ça c'est au départ, les 2 premières années de la mise en œuvre de la loi 2015-36, vous savez que les déplacements au niveau de nos frontières, le plus souvent, ça se fait en dehors du cadre réglementaire, puisque vous n'avez pas besoin de papier, et souvent même quand vous présentez le papier, vous avez plus de problèmes pour circuler que quand vous n'avez pas de... Donc, autant même ne pas montrer les papiers. Et donc, quand la loi a commencé à être appliquée, il y a quand même eu une augmentation des refoulements aux frontières du Niger, en particulier les frontières sud, pour un certain nombre de migrants qui ne remplissaient pas les conditions exigées pour entrer au Niger, notamment la possession de pièces d'identité. Il y a eu aussi beaucoup de reconduites à la frontière, notamment quand on sait que vous partez au nord du Niger, à Agadez, il y a eu
des migrants qui ont été reconduits, qui ont été pris au niveau de... Ok. Se sont intensifiés tout au long des routes vers le nord du Niger. Et donc, du coup, sur tous ces lieux où vous avez des checkpoints, c'est possible de récupérer, d'empêcher aux migrants de continuer. Les 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, donc j'ai répondu à la question en disant que ce n'est pas seulement que les 3 pays qui sont concernés au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais c'est les principaux pays. Vous avez le Nigeria, vous avez la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, qui sont les principaux pays d'accueil au niveau de la sous-région ouest-africaine. Cela ne veut pas dire que vous ne retrouverez pas de migrants nigériens au Sénégal, au Libéria, en Sierra Leone, mais c'est vraiment les principaux pays vers lesquels on peut faire qui concerne d'ailleurs l'ensemble du Sahel, de polarisation entre le Sahel et le fait que les systèmes migratoires actuels sont marqués aussi par une littoralisation qui est très marquée des migrations, parce que c'est un héritage de la périnéale. Les Sahéliens ont joué un rôle important de pourvoyeur de main-d'œuvre pour les pôles économiques côtiers, dans lesquels vous avez eu des plantations, les mines, etc. Et donc, du coup, les Sahéliens ont joué un rôle important. On sait le rôle qu'ils ont joué dans le miracle ivoirien et tout le reste. D'accord. Merci beaucoup. C'était la dernière question, je pense. Ah. En fait, le lien avec le terrorisme, c'est ça aussi un peu le brouillage qui existe entre les politiques sécuritaires et les politiques de migration. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui. Voilà, il y a eu un brouillage parce que, en fait, c'était voulu, à un certain moment, c'était voulu. Les migrants étaient associés à des trafiquants de drogue, à des trafiquants d'armes. Ça, c'est pour légitimer après les actions de répression qui ont été mises en place après. Et donc, ce qu'il faut relever, c'est que ce discours a été porté à la fois par les acteurs nationaux, mais aussi les acteurs internationaux. On dit par exemple que les migrants, on disait à un certain moment que les migrants qui vont en Libye, ils reviennent avec des armes. On a entendu tous ces discours-là, y compris au niveau haut placé, président de la République, Premier ministre. Et donc, il y a eu tout un tas de discours, y compris en disant que tous les migrants qui transitent par le Niger, ils vont en Europe, alors que ce n'est pas vrai. Tous les migrants qui transitent par le Niger ne vont pas en Europe, les Nigériens ne vont pas en Europe. Vous avez un certain nombre de Maliens, d'Ivoiriens, de Sénégalais qui vont en Libye et en Côte d'Ivoire, qui ne continuent pas forcément leur route sur l'Europe. Donc, on a fait tout cet amalgame-là pour pouvoir légitimer la mise en œuvre d'un certain nombre de dispositifs de contrôle de cette immigration. Merci. Merci beaucoup. Je pense que le lien potentiel entre migration et insécurité, je pense que c'est un discours qui est aussi développé de l'autre côté de la Méditerranée. À ce sujet, Jean-Baptiste Meyer, qui était au LPE2 à Marseille, a fait un article pour justement combattre cette idée, parce que les auteurs de différents attentats en France depuis une certaine période, il en avait fait la revue pour démontrer finalement qu'il n'y a pas de lien dialectique entre migration clandestine et la commission des attentats. Je pense que cet article est sur Internet, mais le sens de la question de Nana aussi, c'était peut-être pour voir est-ce que c'est le fait que les gens du Niger partent dans un pays plus que d'autres, est-ce que c'est lié à l'existence d'un réseau parental qui a toujours existé depuis longtemps, ou à un réseau ethnique, ou à une vieille implantation dans tel ou tel pays plus que dans un autre pays, quoi. Je pense que c'était plus ou moins également le sens de sa question. Voilà, maintenant, c'était des contributions. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe. Merci beaucoup, Moukaïla, pour vos éclairages. C'est un plaisir.